guerre, certains pays se livrent par des armes. D'autres se rachètent à crédit. En Ukraine, un vétéran de Wall Street, Scott Bessent, est en train de monter un scénario inédit, un leverage buyout appliqué à une nation européenne. Un coup de maître, encore plus malicieux, plus vicieux que le plan Marshall de l'après-guerre. Ici, l'actif à reprendre n'est pas une usine, encore moins une start-up, mais un État en guerre, un pays entier à rebâtir. Et à la guerre comme à la guerre, les investisseurs américains savent pertinemment que chaque dollar placé peut devenir un poste avancé. Ce n'est pas seulement du rendement qu'ils achètent, c'est une présence, un point d'ancrage à 2 pas de Moscou. Ce montage calqué sur les grandes opérations de rachat par effet de levier brouille volontairement les lignes entre diplomatie et finance d'investissement. Un langage qu'on parle très rarement en politique, mais on connaît très bien à Wall Street. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce deal, non pas pour juger, quoique, mais pour comprendre et voir comment dans cette guerre, les armes se sont toutes pas en acier. Ce sont des chiffres, des dettes et des intérêts. Le 30 avril 2025, à Washington, Scott Bessent, secrétaire au Trésor public, un ancien fonds d'investissement et fondateur du Quick Square Group, vétéran des paris à haut rendement, signe aux côtés de Yulia, la vice-première ministre ukrainienne, un accord qui a été ratifié à l'unanimité par le Parlement ukrainien le 8 mai. Le dispositif est d'apparence simple sur papier. Un fonds commun co-géré par les 2 États, alimenté par les revenus de nouvelles concessions minières, énergétiques et logistiques. La règle est simple, 50% des recettes de ces projets iront directement dans le fonds. L'objectif, c'est de pouvoir mobiliser 15 milliards de dollars en 2025 et autant en 2026 pour financer la reconstruction. Mais ce n'est pas un traité de paix, ni un simple plan de reconstruction. C'est une opération structurée comme un deal de marché porté par un réseau d'investisseurs et d'institutions. On voit des charognards, tels que BlackRock et JP Morgan en conseil stratégique et structuration, des fonds américains spécialisés dans les infrastructures et l'énergie, parfois adossés à des fonds de pension, des relais institutionnels comme l'US International Development Finance Corporation, qui peuvent garantir une partie du risque. L'objectif affiché, c'est de financer la reconstruction de l'Ukraine après des années de guerre. Mais implicitement, c'est sécuriser un ancrage économique et politique durable aux portes de la Russie. Et aussi empêcher que ces actifs ne tombent dans l'orbite chinoise ou russe. Ce n'est pas une première fois que Washington joue cette carte. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall et ses 13 milliards de dollars à l'époque avaient aussi 2 visages. Reconstruire l'Europe et y ancrer une influence américaine grâce à du financement public. La différence ici est simple. Ce sont des loups de Wall Street cette fois qui financent. Donc, ce n'est pas de l'aide publique classique. Mais c'est quoi le LBO, le Leverage Buyout ou le LBO inversé? On va faire simple. Le LBO classique, on rachète une entreprise en empruntant. Puis, on rembourse avec les bénéfices futurs de cette entreprise. Ici, c'est un LBO inversé. On ne rachète rien. On met en garantie des flux futurs. Par exemple, les revenus attendus des concessions minières énergétiques pour lever des fonds aujourd'hui. Concrètement, on lève 10 milliards maintenant pour garantir les recettes futures d'exportation du lithium et de l'acier ukrainien. Si la production reprend vite et que les prix doublent, jackpot pour les investisseurs, remboursement accéléré. Cependant, si les prix chutent ou que la production est retardée, la dette, elle reste due et les garanties peuvent être activées. Concrètement, il y a un avantage pour l'Ukraine, un financement immédiat sans dépendre uniquement d'aide ou de dons. Cependant, il y a une forte exposition au cycle de matières premières, avec un risque clair de perte de contrôle sur des actifs stratégiques si le pari tourne mal. Mais c'est quoi les enjeux réels et les points de bascule? Parce qu'un LBO appliqué à un pays, c'est marcher sur un fil tendu entre 3 abîmes. L'économie, la géopolitique et le symbolique. Sur le plan géopolitique, le montage installe une influence américaine, non pas par des bases militaires, mais par le bilan comptable. C'est du soft power version Wall Street encapsulé dans les contrats. L'Ukraine ne devient pas seulement un allié militaire, mais un actif stratégique inscrit au portefeuille d'intérêts occidentaux. Mais une fois les concessions signées, il est énormément difficile de déloger un investisseur que de fermer une base militaire. On l'a déjà vu d'ailleurs en 1945 ou encore en 2003 en Irak. La reconstruction financée par les entreprises américaines souvent aboutit à des positions économiques quasi permanentes au-delà de la présence militaire. Maintenant, sur le plan financier, les actifs ukrainiens aujourd'hui sont dévalorisés par la guerre. Donc, ils offrent un point d'entrée à prix cassé. Ils sont bradés. C'est l'équivalent d'acheter une maison sur un terrain bombardé avec la certitude qu'on va financer la reconstruction. Si la paix revient, la plus-value est colossale. Mais l'asymétrie est nette. En cas d'échec, la perte pour les investisseurs est limitée. Parce qu'il y a les garanties occidentales, il y a des clauses de retrait. Alors que pour l'Ukraine, le coût peut être structurel, des dettes lourdes ou perte de contrôle sur des infrastructures stratégiques. Et sur le plan stratégique justement, le cœur du risque se situe dans la gouvernance, qui dicte les priorités de reconstruction. Est-ce le gouvernement ukrainien ou le comité d'investisseurs? Car un port ou un réseau électrique peut être reconstruit pour servir une économie locale ou pour optimiser un corridor commercial. C'est différent. On est actuellement tous concentrés sur le montant colossal de l'investissement
ou encore la promesse de renaissance que garantit quelque part ce deal. Mais je pense que l'angle mort est ailleurs. À qui va appartenir l'Ukraine reconstruite? À un peuple souverain ou à un consortium d'actionnaires qui aura payé l'addition? Et d'ailleurs, pensez-vous que les États-Unis ont trouvé un autre stratagème de se rapprocher encore davantage des frontières de leur ennemi? Dites-le moi en commentaire.